Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 9 janvier, un mardi, et comme vous voyez, c'est le nouveau rendez-vous de Béliveau Rencontre. Donc, ce n'est plus le mercredi comme vous étiez habitués auparavant, mais maintenant, c'est le mardi. Et en premier, je vous souhaite une belle et heureuse année 2024. Donc, j'espère que vous avez pris de très, très bonnes résolutions dont l'une, ce serait peut-être de lire des livres et, si possible, des livres de Béliveau, ce sera encore mieux. Ce sera encore mieux, en effet. Ce sera encore mieux. Oui, au hasard. C'est pour ça que nous sommes là pour vous faire découvrir des auteurs et des autrices deux mardis par mois. Puis vous allez voir, au mois de mars, ça va être un Béliveau rencontre par semaine parce qu'il va y avoir le Salon du livre de Québec qui va arriver au mois d'avril. Et donc, plein de nouveautés. Et puis plein de nouveautés. Donc, on va faire plus de live à ce moment-là. Bonsoir, Lolita. Salut. Bonne et heureuse année. Toi aussi. Un retour le fun, puis un retour qui promet. Oui, qui promet avec beaucoup de nouveautés. Et comme invité ce soir, c'est Pascale Piquet. Bonsoir, Pascale. Bonsoir à vous et bonsoir à toutes les personnes qui nous accueillent chez elles à travers le petit écran. Et je suis très honorée d'être en votre compagnie ce soir. Ben, nous aussi, puis on est à l'abri d'une grosse tempête de neige, donc restez bien au chaud. Dans certaines régions, ça a déjà débuté, donc restez sous la doudou. Écoutez-nous, posez vos questions, n'oubliez pas de poser vos questions. On est là, puis je vous rappelle comme quoi qu'on est diffusé sur Facebook, on est diffusé aussi sur LinkedIn, YouTube. Depuis cette semaine, on est aussi diffusé sur Instagram Live. Donc, c'est une petite nouveauté cette semaine. Puis demain, ce que vous êtes en train d'écouter, ça va se retrouver en balado. Donc, sur Apple Podcast, Google Podcast, Audible, Spotify. Il va y avoir aussi Balado Québec. J'en oublie, mais il y en a YouTube aussi. Puis, jeudi soir, on est diffusé à compter de 9h sur la radio Unicité. Donc, si jamais vous nous écoutez à la radio, on vous souhaite une bonne écoute avec Pascale Piquet, qui est notre invité ce soir. Puis, posez vos questions. Il y a déjà des personnes qui sont là. Il y a Martine Rondeau qui nous dit bonsoir. Il y a Mélanie Deschâteaux qui dit coucou à vous et bon direct. Donc, merci aux personnes qui nous écoutent. Pascale, pour débuter, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Eh bien, je suis chez Béliveau depuis 2007. J'ai ouvert le bal de Béliveau éditeur, puisqu'avant c'était Sciences et Culture. J'ai ouvert le bal avec Le Syndrome de Tarzan, qui est devenu un best-seller, qui est vendu à plus de 30 000 exemplaires aujourd'hui. Et puis, eh bien, je suis coach de réussite, parce que coach de vie, je trouve que n'importe qui peut vivre sans moi. Mais pour réussir, on a peut-être besoin de quelqu'un comme moi. Donc, je m'intitule comme ça. Et ma spécialité, puisque le syndrome de Tarzan, c'est mon fer de lance, c'est la dépendance affective. Et tout tourne autour de ça. J'ai écrit plusieurs livres à ce sujet. Et puis, j'ai aussi écrit un livre qui concerne l'entreprise, parce que la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime qui provoque toutes sortes de problèmes, comme les compulsions ou les mauvaises relations, et qui provoque aussi les conflits. Donc, j'ai tout un panel, et puis je pense que Jean-Luc montrera les livres tout à l'heure. J'ai tout un panel de livres, donc depuis 2007. Et puis, pourquoi je me suis intitulée la spécialiste de la dépendance affective? C'est parce que je l'ai traversée et terrassée, et je le raconte avec humour dans Le Syndrome de Tarzan, qui a été rafraîchi en 2015. Je raconte toutes mes turpitudes, toutes mes aventures. J'ai traversé des zones de turbulence extrêmes. Je viens de France, comme mon accent l'indique, et comme l'accent de Jean-Luc l'indique, lui vient de Belgique. Donc, ça fait 22 ans que je suis ici. Et puis, eh bien, j'ai traversé des drames. En arrivant ici, j'ai continué de détruire ma vie, si on peut dire. J'avais commencé à la détruire en France. J'ai terminé ici. Et du chaos, j'ai eu la lumière. Donc, je me suis reconstruite. Et je raconte ça dans mon livre, toutes les compulsions dans lesquelles je suis tombée, l'alcool, les petits jeunes. J'ai été cougar, oui.
puis ce qui m'a porté à choisir un conjoint de 15 ans de moins que moi avec lequel ça a été dramatique, alors que j'avais un mari avant lui de 10 ans de plus, c'était pas mieux. Donc j'ai traversé ces périodes-là, j'ai fait 3 dépressions, je me suis retrouvée vraiment dans un état lamentable, plus d'argent, plus de travail, plus d'amis dans ce pays que je connaissais pas, enfin, vous voyez un petit peu le topo, avec une petite fille de 7 ans. Donc j'ai reconstruit tout ça, ce qui fait que ça m'a permis de guider aujourd'hui les personnes qui veulent en sortir, parce que quand j'étais dans cette tourmente, je me suis dit, je suis dans le ventre de la bête, je vais comprendre ce qui s'y passe, et quand j'en sortirai, je pourrai guider les autres pour trouver la sortie aussi, et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis post-maître en PNL, programmation neurolinguistique, j'y ai joint plusieurs diplômes aussi, et plusieurs formations, mais néanmoins, je suis expérientielle, c'est-à-dire que j'ai appris sur les champs de bataille. J'ai gagné mes galons sur les champs de bataille et pas sur les bancs de l'école. C'est tout ce que je prône, tout ce que j'explique, ça m'a traversé le corps et c'est pour ça que je comprends très bien mes clients et je comprends parfaitement la souffrance humaine parce que j'ai barboté dedans. Mais j'en suis sortie, ça c'est la bonne nouvelle. Oui. Donc aujourd'hui, je suis une spécialiste du bonheur. Voilà. Et on parlait de tes livres, donc il y a le syndrome de Tarzan. De Tarzan. Le premier, libérez-vous des lianes de la dépendance affective. Oui. Puis, il y a un autre livre, c'est La jungle des comportements humains. Celui-là, il est réservé à l'entreprise. Ça, c'est pour les formations en entreprise. Il y a Gagner au jeu des échecs amoureux. Ça, c'est pour savoir comment choisir la bonne personne, parce que ce n'est pas un jeu de hasard, c'est une stratégie. Et il y a Séduire pour une nuit ou Charmer pour la vie. Oui, ça c'est un guide pratique pour les relations hommes-femmes, parce que je sais que c'est un petit peu la mêlée en ce moment. Les hommes ne savent plus comment se comporter, les femmes non plus. Alors j'ai simplement expliqué dans ce livre ce qui est de bon ton entre les hommes et les femmes, et surtout la galanterie étant une communication de la part de l'homme vis-à-vis d'une femme, et la courtoisie étant la réponse. Et puis j'explique… Il y a une denrée rare. Mais oui, mais c'est parce qu'il faut réactualiser tout ça. Et puis, c'est important de comprendre comment fonctionnent les femmes, comment fonctionnent les hommes. C'est-à-dire que j'ai gravité dans des milieux d'hommes parce que dans mon ancienne vie, j'étais jockey, je montais les chevaux de course, j'étais une des premières femmes jockey en France et j'étais dans un milieu d'hommes, très, très isolée dans un milieu d'hommes. Donc, je connais les hommes et j'aime beaucoup les hommes qui aiment les femmes. Les hommes qui n'aiment pas les femmes, je veux dire, ceux qui sont des machos ou des dominateurs font pas partie de mon monde. Mais les hommes qui aiment les femmes, j'ai une relation extraordinaire avec mes clients, avec mes amis, avec les hommes en général. J'aime l'homme, voilà, et je le dis. Oui. Puis, dans le syndrome de Tarzan, ça a été quoi l'élément déclencheur que tu as dit, il faut que j'écris ce livre pour transmettre ce que tu as vécu? Est-ce qu'il y a eu un déclenchement, un événement particulier que tu as dit, OK, là, je passe vraiment… C'est une histoire assez abracadabrante parce que une seconde avant d'annoncer ça, j'étais pas au courant que j'allais écrire un livre. C'est-à-dire que j'avais ma formation en PNL, je suis post-maître et j'étais en cours de shiatsu, la manupuncture, avec d'autres camarades. Et soudain, je leur dis, je vais écrire un livre. Ça m'est tombé du ciel comme ça. Je leur dis, je vais écrire un livre. Alors, ils m'ont regardé, aussi surpris que je l'étais moi-même. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas écrire? De quoi tu vas parler? Et je leur dis, je vais raconter mon histoire. Et puis, je leur dis, même si ça n'aide qu'une seule personne, eh bien, ce sera toujours ça. Et ça a démarré comme ça, mais j'avais déjà le titre. C'est pour ça que je pense qu'on est inspiré par quelque chose de plus grand que nous, parce que je leur dis, ça va s'appeler le syndrome de Tarzan. Je fais ce geste, ça va s'appeler le syndrome de Tarzan. Mais j'étais la première surprise de ce que j'étais en train de dire. Et du coup, j'ai pris une feuille de papier, un crayon, puis j'ai commencé à écrire 3 chapitres comme ça, et le reste a déboulé. Mais avant d'arriver à écrire ça, ce genre de livre-là, d'expérience, j'imagine qu'il a fallu que tu apprennes à canaliser ta peur et ta colère pour arriver à l'exprimer dans des mots transmettables. Ah, mais ça, je l'avais fait parce qu'il faut que tu saches, ma chère Lolita, que j'ai failli tuer mon mari, j'ai failli tuer le deuxième aussi. C'est pas des métaphores. La colère, ça, je connaissais du haut de mon petit poids, de ma petite taille. Quand je me mettais en colère, c'était épouvantable. Je perdais la carte. Donc, j'ai été obligée de me dépêcher de trouver un moyen de calmer la colère et la tristesse, mais surtout la colère, parce que je savais que j'étais sur le point je savais que j'allais me battre avec mon deuxième conjoint. Je vivais
violence conjugale, mais c'est moi qui les attaquais. Hein. Donc, ils ripostaient, on faisait des matchs de boxe, mais j'avais une telle colère de ce que j'avais vécu avec eux que je savais que mon deuxième conjoint allait me provoquer parce que je l'avais viré de la maison, je savais qu'il allait revenir me provoquer et je savais que j'allais disjoncter comme j'avais fait avec mon mari, le premier. J'ai disjoncté et donc j'ai eu très peur de le faire une deuxième fois et je suis allée vers le shiatsu et le shiatsu libère la mémoire des cellules, ça a libéré la colère. Donc ça canalise. C'est ça que je disais, ça canalise. Ça la libère complètement? Ça la libère complètement et j'en veux pour preuve que, évidemment, comme je l'avais pressenti, le deuxième conjoint de 15 ans de moins que moi est venu me défier, on s'est battu, il m'a frappé, je suis tombée en arrière, j'ai l'impression d'être tombée comme une feuille d'automne au ralenti. Je suis tombée en arrière, puis je me suis relevée, j'étais d'un calme olympien, Lolita, d'un calme. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, ça suffit, je vais appeler la police. Et j'ai pris le téléphone, j'ai composé le 911. Et évidemment, ils m'ont dit, madame, êtes-vous en danger? J'étais d'un calme. Ils m'ont dit, madame, êtes-vous en danger? Je dis, non, pas moi, lui, dépêchez-vous d'emmener quelqu'un pour le sortir de la maison. Et ils l'ont sorti de la maison. Et là, j'ai compris que j'avais réglé la colère. Elle a été réglée. Alors, vraiment, le shiatsu, c'est quelque chose. Mais je ne savais pas pourquoi j'en étais arrivée là. Je ne savais pas pourquoi j'avais sauté à la gorge de deux hommes et je croyais que la moindre personne qui me mettait en colère, j'étais capable de la tuer. Je n'avais pas relié ça au problème affectif et à la dépendance affective. C'est plus tard que j'ai compris. Et quand je veux écrire le syndrome de Tarzan, je ne sais même pas que j'ai eu un problème de dépendance affective. Je le découvre au fur et à mesure. Et tout ce que j'ai écrit dans mon livre, je l'ai eu presque en écriture automatique parce que je faisais des prises de conscience phénoménales. Et comme Jean-Luc est auteur aussi, d'un seul coup, ça jaillit et on écrit. Et j'ai refait le patchwork de toute ma vie. J'ai fait des prises de conscience extraordinaires et j'ai réinventé. C'est thérapeutique d'écrire, autrement dit. Non, j'ai réinventé la roue. Non, parce que en fait, ça m'a permis de comprendre tout ce que j'avais compris. Et j'ai réinventé la roue de la dépendance affective, mais à ma façon, à la façon Pascal Piquet, avec le vocabulaire de Pascal Piquet et le style d'écriture de Pascal Piquet. Je suis pas du tout une lectrice des autres livres de croissance personnelle parce que je ne veux pas m'en imprégner. Je veux vraiment retranscrire ce qui m'a traversé le corps. Et je le fais avec humour et authenticité. Et je ne cache rien de tout ce que j'ai pu faire parce que je ne veux pas que les gens pensent qu'ils sont fous ou qu'ils sont tordus ou qu'ils sont malades mentaux. Non, j'ai fait bien pire que tous réunis. Tous mes clients et mes lecteurs réunis, ils n'ont pas réussi à m'égaler. Donc, ça veut dire que je veux conforter les gens dans le fait qu'ils ne sont pas fous et qu'on en sort. C'est ça mon débat. Mais surtout que le bonheur existe et que c'est pas parce qu'on est mal parti et que c'est pas le ciel qui nous punit. Parce que souvent on dit mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Rien. Vous n'avez rien fait au bon Dieu et le bon Dieu vous a rien fait non plus. C'est parce que ça répond à des mauvaises programmations qui prennent leurs racines dans l'enfance. Donc quand on comprend ça, eh bien on peut déprogrammer et c'est là que j'interviens en tant que coach. Oui. Puis quand on parlait du style Pascal Piquet, il y a vraiment un style parce qu'on dirait que directement, tu parles avec le lecteur. C'est un peu comme si tu es à côté de nous puis que tu nous parles. C'est pas vraiment un livre où tu étales tes connaissances et tout ça, mais c'est un dialogue presque que tu as avec le lecteur ou la lectrice. Est-ce que ça, c'était voulu d'avoir ce dialogue-là, cette proximité, mais en même temps, d'amener tout cet humour, puis quand tantôt tu parlais que tu ne caches rien, et écoute, c'est vraiment, tu as un livre ouvert. Tu peux le dire. Tu peux le dire, un livre ouvert. Mais c'est parce que c'est mon style. Moi, j'avais jamais écrit un livre de ma vie. Hein. J'avais jamais écrit un livre de ma vie. Celui-là, il est sorti, mais c'était incroyable. J'avais à transmettre. Et puis, j'ai eu 4 propositions d'éditeurs pour mon premier manuscrit, dont Béliveau éditeur. Et souvent, les gens disent c'est très difficile de trouver un éditeur, tu n'en trouveras pas, tout le monde écrit un livre, personne n'est publié, enfin des choses comme ça. Et puis, quand on me disait c'est très difficile de trouver un éditeur, j'ai dit Flûte, vous avez raison, parce que j'en ai 4, je ne sais pas lequel choisir. Donc, ouais. Il y a des talents innés puis des talents acquis. Eh bien, mon style est très, très particulier, effectivement, il est très vivant. Et je crée une intimité avec le lecteur. Et ça, je n'ai pas fait exprès. Pour répondre à ta question, Jean-Luc, je n'ai absolument pas fait exprès. C'est mon style. Et puis, je l'ai utilisé comme ça, à l'aventure. Par instinct. Ben oui, par instinct et intuition. Et puis, c'est vrai que j'ai un style très particulier et que j'ai souvent
ce commentaire, on dirait que tu es ma meilleure amie qui me parle. Ça me touche profondément. Parce que j'espérais sortir au moins une personne du trouble, mais j'en ai sorti des milliers puisque mes livres se vendent bien et que ce sont des best-sellers. Donc, je suis ravie de ça parce que mon objectif, c'est de transmettre. C'est vraiment de transmettre et d'éclairer les gens sur le fait qu'ils peuvent s'en sortir, qu'on n'est pas condamné à la souffrance et au malheur toute notre vie. Ça, c'est important. La dépendance affective, comment qu'on peut la déceler? Je ne vais pas dire quels sont les symptômes, là, mais comment qu'on peut s'apercevoir ou ressentir qu'il y a de la dépendance affective? C'est facile, hein? Un mot, je vais te donner un mot, le vide. Le vide que tu ressens à l'intérieur, tout simplement. Okay. C'est le vide. Quand on ressent ce vide, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de le remplir de l'extérieur avec des compulsions, la drogue, l'alcool, le jeu, le sexe, la nourriture, et j'en passe des meilleurs. Ce vide va provoquer de mauvaises relations, on va s'acoquiner avec des gens qui nous nuisent ou qui nous détruisent, que ce soit des conjoints, ça peut être des amis, ça peut être toutes sortes de personnes dont on va essayer d'acheter l'amour ou la reconnaissance et qui vont nous détruire. Donc c'est le vide. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est que donc la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime qui pousse dans toutes sortes de problèmes. Donc, il faut comprendre que ce vide est, international. C'est-à-dire que quelle que soit votre religion, votre couleur de peau, votre orientation sexuelle, votre sexe, toutes les personnes qui sont en déséquilibre affectif ressentent la même chose, le vide. C'est quand même fabuleux. C'est extraordinaire. Et donc, on va le remplir, comme je disais, de l'extérieur ou avec une autre personne, un autre être humain ou avec des compulsions. Mais c'est ça, voilà. Donc, quand on ressent ce vide qui va provoquer la peur de la solitude, toutes sortes de peurs d'ailleurs, parce qu'on est habité par l'enfant intérieur, c'est-à-dire que c'est lui qui a peur, c'est la croissance affective qui ne s'est pas développée. Donc, on peut être parfaitement adulte dans certaines sphères de notre vie et parfaitement enfant, un enfant dévasté dans d'autres sphères de notre vie. Et c'est l'enfant intérieur, le terroriste terrorisé, c'est-à-dire que c'est un enfant de 6 ans qui est aux commandes d'une vie d'adulte et qui ne sait absolument pas comment réagir et qui panique. Donc, on se retrouve avec des personnes qui oscillent entre le côté adulte et le côté enfant et qui sont par moments dans des attitudes capricieuses, peureuses, ça boude, ça hurle, ça crie, ça se met en colère ou c'est terrifié. C'est parce que c'est l'enfant intérieur qui prend les commandes. On n'a plus l'adulte en face de nous. Hein. Donc voilà, c'est ça la dépendance affective. Le manque de confiance et d'estime qui pousse dans toutes sortes de problèmes, dans les compulsions, dans les mauvaises relations, dans les conflits, et puis aussi dans les mauvais choix. Ben oui, et puis dans l'anxiété, dans le burn-out, la dépression, l'éthique obsessionnelle compulsive, les phobies et le suicide et le meurtre. Parce que le meurtre aussi, moi je ne suis pas du style à me suicider, j'étais plutôt du style à tuer mes conjoints, voyez-vous. Je vous rassure, je suis désactivée, tout va bien. Lolita, ma colère, il n'y en a plus. Mais tu vois, c'est ça. Donc, ce que tu dis, puis probablement que tu dois donner des trucs dans tes conférences, c'est que tu offres des sorties de secours pour sortir du cercle de dominant-dominé. Alors, le mot dominant dans mon vocabulaire est très à part. Pour moi, il y a les dominateurs et les dominés et les dominants. Parce que les dominants, ça vient des meutes de loups. Le mâle et la femelle dominants sont ceux qui gèrent la meute. Donc, ce sont ceux qui sont les plus organisés, les plus équilibrés, je dirais, pour gérer la meute. Donc, il y a des dominants qui ne dominent personne et qui ne sont dominés par personne. Et de l'autre côté, il y a les dominateurs et les dominés. Il ne faut pas tout confondre. D'accord. En fait, tu as raison, dans le registre de la dépendance affective, en couple, il y en a toujours un qui domine, oui. Et celui qui domine, je l'ai appelé le trou noir affectif, comme les trous noirs dans l'espace qui tu expliques là-dedans. Qui rendent rien dans le syndrome de Tarzan. Donc, celui qui domine, je l'appelais le trou noir affectif parce qu'il prend tout, il arrache tout à celui qui est en face de lui. Et celui qui est en face de lui, je l'ai appelé le desperado parce qu'il cherche désespérément à acheter désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément jamais, c'est l'amour. Parce que l'amour, ça ne s'achète pas, ça s'attire. Donc, il y en a un qui devient esclave de l'autre et c'est comme ça que la dynamique s'installe et on a des couples qui peuvent être à peu près viables quand on est sur une échelle de Richter de 1 à plus de 10, on va dire, quand on est entre 1 et 4, on peut former un couple agréable quand même, mais 5 et plus, dans la dépendance affective, manque de confiance et d'estime, il y a de la violence. 5 et plus, c'est vraiment la violence. C'est la violence physique, verbale, la violence, il y a la violence économique aussi, donc ça va loin. Physique, verbale, psychologique, économique et sexuelle. Donc,
et cette violence, elle peut être dans la vie professionnelle, hein, elle peut être partout. Je veux dire, on peut être très dominé ou très dominateur, et le plus fort, c'est qu'on alterne. C'est-à-dire qu'on peut dominer quelqu'un et être dominé par quelqu'un d'autre. Si vous avez un patron dominateur, il est peut-être dominé par sa femme, qui est dominé par son père, qui est dominé par son chien ou son poisson rouge. Donc un dominateur est toujours dominé par quelqu'un d'autre. Donc dans ce monde où on manque de confiance et d'estime, qu'est-ce qui se passe? On a peur de se faire bouffer. Donc comme on a peur de se faire bouffer, on va bouffer l'autre. Ou alors on a tellement peur que la situation de survie nous place dans une situation de dominer, on se laisse bouffer. Mais on est toujours à se demander, est-ce que je vais avoir le dessus ou pas? Alors que les dominants, eux, ils vont se syntoniser, mais ils vont jamais essayer d'écraser ou jamais se laisser dominer non plus. Donc tu vois pourquoi, pour moi, Lolita, il y a une nuance, c'est les dominants, et puis les dominateurs et les dominés. Puis, dans le livre, tu expliques aussi que dans une nouvelle relation, c'est comme un tableau de bord d'un avion. Ça, j'aimerais que tu l'expliques un peu parce que ça m'a beaucoup fait rire. Puis, est-ce que tu peux nous l'expliquer parce que… Avant qu'elle l'explique, il y a un de tes élèves ou qui a suivi un de tes cours, puis tu as fait un retour justement de lecture qui parle que c'est lui qui pilote sa vie, puis tout ça. Tu as vraiment fait un retour là-dedans qui dit que maintenant c'est lui le pilote de sa vie, c'est lui qui décide, c'est lui qui a les rênes. C'est probablement suite à ce que tu vas expliquer, là. Eh bien, en fait, c'est simple. C'est-à-dire qu'une nouvelle relation, c'est comme un tableau de bord d'avion. C'est-à-dire qu'il faut identifier s'il y a des inconforts ou voire même des impossibilités. Un pilote d'avion ne décollerait jamais s'il y a un voyant lumineux rouge sur son tableau de bord. Or, c'est bien Comment? S'il y a des turbulences, il ne décollera pas. Mais ce n'est pas une question de turbulence, c'est qu'il va faire un check-up complet de l'avion et il va vérifier que son tableau de bord soit tout vert et que si jamais il y a un voyant lumineux rouge qui clignote, il ne va pas décoller, il va évaluer le problème. Donc, dans une nouvelle relation, c'est ça, c'est d'évaluer. Est-ce que tout va bien dans la relation? Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'il y a des inconforts? Et dès qu'il y a un inconfort, c'est un voyant lumineux rouge qui clignote. Il faut aller le valider, cet inconfort. Est-ce que c'est momentané, ponctuel, ou est-ce que c'est rédhibitoire? Donc, par exemple, quand quelqu'un est violent dès le premier rendez-vous ou menaçant ou a une attitude bizarre, bon, bah, il y a un méchant voyant rouge qui s'allume. Comme je le dis dans le syndrome de Tarzan, ça a dû faire sourire Jean-Luc, c'est que moi, là, dans ma première relation et dans la deuxième relation, mon tableau de bord, c'était un sapin de Noël. Hein, il clignotait de partout, mais j'ai quand même décollé. J'ai quand même décollé, mais parce que j'ai fermé les yeux, j'ai dit on va décoller quand même, on verra jusqu'où ça va. Donc, on le sait. Et puis, les personnes qui nous écoutent, je suis sûre que ça leur est arrivé, quand il y a un échec amoureux, une rupture, ils se disent « Ah, il y a une petite voix qui me disait qu'il ne fallait pas y aller, j'y suis allée quand même. » Oui, parce que le côté adulte vous dit « Non, non, c'est pas bon, c'est pas bon. » Et le côté enfant dit « Mais oui, mais qui va nous aimer? On y va, on y va, on y va. » Et voilà, on rentre dans une relation destructrice. Et puis, on a de plus en plus d'inconfort, on fait de l'anxiété, mais on reste accroché à la relation par peur de la solitude. Donc, le tableau de bord d'avion, et c'est devenu un code avec mes clients. Hein. Et puis, je leur dis, bon, bah, tu as une nouvelle relation, est-ce qu'il n'y a rien qui clignote? Ils me disent non, non. Ou alors, ils m'appellent, ils me disent, écoute, c'est bizarre, il n'y a rien qui clignote sur mon tableau de bord, est-ce qu'on peut scanner ensemble? Parce que j'ai l'impression que je refuse de regarder un voyant lumineux rouge, peut-être. Et donc, on scanne, et la plupart du temps, non, tout va bien. Donc, c'est cette métaphore qui fait qu'il faut valider, et c'est gagner au jeu des échecs amoureux qui vous aidera à valider si tous les voyants sont verts. Et ce livre a été écrit pour ça. C'est un mode d'emploi pour choisir la bonne personne. Et absolument. Donc, c'est la métaphore du tableau. On va passer il y a 2 questions qui proviennent des internautes. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Pascal, puis je vais me faire votre entremetteur. J'ai posé la question à votre place. Donc, Julie Lamarre qui demande, peut-il y avoir 2 dominants dans un même couple? Oui, mais bien sûr, absolument, la question est pertinente. 2 dominants, ce sont 2 partenaires qui se respectent et qui sont à la même hauteur. Il n'y en a pas un qui domine l'autre. Donc, bien sûr, 2 dominants, ce sont 2 personnes qui sont en harmonie avec elles-mêmes. J'aime pas trop le mot équilibré parce que je trouve que c'est bizarre équilibré, mais en harmonie. Quand vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes heureux avec vous-même, et que vous êtes avec une personne qui est en harmonie avec elle-même et qui est heureuse avec elle-même, ça fait 1 + 1 = 2, ça fait un beau couple. Oui, absolument. 2 dominants, c'est parfait. Absolument, très bonne question, oui. Il y a Joseph About qui demande, sujet très intéressant, quel est le meilleur truc pour éviter de subir une quelconque violence dans une nouvelle relation?
Ah, il faut évaluer. De toute façon, au premier signe de violence, au premier signe d'agressivité, il faut s'en aller. C'est un symptôme, hein. Parce que dès le début, imaginez si cette personne manifeste de l'agressivité, qu'est-ce que ça va être dans 5 ans ou dans 10 ans? C'est que la personne a un problème de comportement et vous n'êtes pas là pour l'endurer. Et vous n'êtes pas là pour la sauver non plus. Parce que, évidemment, le desperado, c'est le sauveur. Il veut sauver le beau ténébreux qui souffre. Donc, comme je le dis souvent, les beaux ténébreux qui souffrent et les belles en détresse, laissez-les sur le bord de la route. Il y a des dépanneuses pour ça. C'est pas votre métier. C'est pas votre métier. 1 + 1 = 2, ça veut dire une personne heureuse plus une personne heureuse, ça fait un couple heureux. Une personne heureuse moins une personne malheureuse, ça fait 2 personnes malheureuses au bout du compte. Vous n'êtes pas là pour ça. Puis, on parle des humains, des couples et tout ça, mais tu interviens aussi en entreprise parce que tu donnes des formations sur la confiance et l'estime. Et il y a ce livre que je conseille. Oui, La jungle des comportements humains. Qu'il faut vraiment... Oui, oui. Est-ce qu'en entreprise, c'est un peu... c'est complètement différent du couple ou il y a des similitudes? Mais il y a des similitudes, bien sûr, parce qu'on revient à l'humain. Moi, mon travail en entreprise, c'est de partir de l'humain. On part de l'humain, on rejaillit sur l'équipe, on rejaillit sur l'entreprise, on rejaillit sur les clients et même voir sur les fournisseurs. Donc, sur la famille, de chaque individu. Et sur la famille, je dirais. Sur la famille de chaque employé aussi. Ah, mais bien sûr, parce que mes séminaires, mes conférences, mes interventions en entreprise, c'est un coaching de groupe, mais individuel. Chaque personne, on va travailler la confiance, on va travailler l'estime, on va travailler le jugement, la critique, on va travailler tellement de choses auxquelles les personnes ont à faire face dans leur vie, autant professionnelle que privée, que tu as raison, Lolita, ça va rejaillir à tous les niveaux, sur le plan social, professionnel et privé, bien évidemment, parce que tous les problèmes des êtres humains, quels qu'ils soient et quelle que soit la sphère, reposent sur le manque de confiance et d'estime, excluant les problèmes de santé mentale. Mais tous les problèmes des êtres humains reposent là-dessus. Donc, à l'inverse, en développant la confiance et l'estime, on remet tout d'aplomb. C'est-à-dire qu'on a des bons comportements dans les 3 sphères, sociales, professionnelles et privées. Donc, certains ont une très belle confiance en eux dans leur vie professionnelle et pas du tout dans leur vie privée, ou vice-versa. Donc, le fait de redevenir adulte, parce que c'est le propos, redevenir adulte dans toutes les sphères de votre vie, ça fait que ça relève tous les dominos et que, tu as raison, Lolita, autant je vais intervenir en entreprise, ça va avoir une incidence bénéfique sur la vie privée de la famille. Et autant mes clients, quand ils développent leur confiance, eh bien, ça va rejaillir sur leur vie professionnelle, privée et sociale aussi. C'est ça le cœur du sujet. Il est là. C'est la confiance et l'estime. Donc, en entreprise, j'adore aller en entreprise parce que, effectivement, je fais du coaching individuel en groupe. Et chaque personne fait une introspection. Il n'y a jamais personne qui soit sorti de mes séminaires, de mes conférences ou de mes interventions en entreprise sans avoir compris énormément de choses. C'est vraiment du coaching. Ils ressortent vraiment avec des éléments, des notions, des prises de conscience flagrantes. C'est pas du blablabla et puis on est un petit peu dans un monde ésotérique où, comme si on disait, développe ta confiance, développe ton estime, fais grandir ton enfant intérieur et apprivoise ta solitude. Oui, d'accord, mais je fais ça comment? Donc là, vraiment, il y a des prises de conscience et je vais vraiment travailler avec le subconscient des personnes qui assistent à mes interventions et qui vont ressortir de là avec un œil tout neuf, vraiment. Ils ne verront plus jamais la vie de la même façon. D'ailleurs, à la lecture de mes livres, vous ne voyez plus jamais la vie de la même façon et surtout le syndrome de Tarzan. Après, vous allez identifier autour de vous toutes les personnes qui sont en dépendance affective. C'est assez amusant. Et on commence par identifier qui? Les parents. On dit, oh mais bon sang, mes parents, il y avait un trou noir et un desperado. En sachant que dans le même couple, il se peut que vous changiez de position. C'est-à-dire que dans la dépendance affective, c'est je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Donc, je te fuis, tu me suis, je te fuis, tu me suis. Donc, ça veut dire que dans le même couple, il y en a un qui va dominer l'autre, et puis quand celui qui est dominé, il en a assez, il rend son tablier, il veut s'en aller, c'est l'autre qui lui court après et qui veut le récupérer. Donc, on peut alterner. Et puis, on peut alterner aussi d'un couple à l'autre, parce que si vous tombez sur quelqu'un qui est plus desperado que vous, paf, vous allez tomber dans l'équipe des trous noirs affectifs. Et si vous tombez sur quelqu'un qui est plus trou noir affectif que vous, boum, vous tombez dans l'équipe des desperados. C'est ce que j'ai fait moi. Dans la première partie de ma vie affective, j'étais un trou noir affectif monumental, j'étais une séductrice. Et quand on est une séductrice, on consomme. On s'amuse, on joue comme le chat avec la souris, mais la souris, c'était les hommes avec moi. Et puis, on consomme. Et puis, mais c'est pas dans la quantité, c'est que j'aimais séduire les hommes. Et puis, j'étais un trou noir affectif, je ressentais rien pour eux.
jusqu'à ce que je tombe sur le père de ma fille, qui lui était plus trop non affectif que moi. Boum, je suis tombée desperado, et la même chose avec la relation suivante. Et tant mieux, parce que ça m'a reconnecté à mes émotions. Il faut comprendre que le trop non affectif se coupe de ses émotions. Il ne ressent rien. Alors, imaginez le couple, Jean-Luc et Lolita. Vous en avez un qui est branché sur du 220 électrique, là, qui grimpe au rideau toutes les 2 secondes parce qu'il est hyper sensible, hyper émotif et qu'il ne comprend pas comment l'autre reste indifférent. Donc ça, c'est le desperado, hein, qui est toujours aux petits soins, attentif et qui est toujours broyé et qui grimpe au rideau, qui peut se fâcher. Et en face de lui, il a quelqu'un qui reste stoïque, qui n'en a rien à faire, qui ne bouge pas et qui le traite de fou. Il traite le trou non affectif, traite le desperado de fou puisqu'il grimpe au rideau toutes les 2 secondes. Mais c'est le trou non affectif le pique aussi. Il l'humilie, il l'écrase, il va avoir toutes sortes de comportements toxiques envers lui. Et plus il va l'humilier, plus le desperado va se mettre à son service parce que plus il va être humilié, plus il va essayer de gagner l'amour, plus il va redoubler d'efforts pour essayer de gagner l'amour de l'autre et plus il va s'enfoncer. Donc voilà. Autrement dit, il se berce d'illusions constamment. Comment? Il se berce d'illusions constamment. Pour arriver à séduire. Mais c'est parce que, absolument, c'est parce qu'il il veut acheter l'amour. Donc, si tu veux acheter l'amour, tu te rends esclave. Tu te rends esclave parce que tu vas être au service de l'autre. Tu sais, c'est ordonner, j'obéirai, c'est ça. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, comprenez, les amis, comprenez qu'une personne qui se soumet, elle provoque le mépris. Elle est méprisée. Parce que si vous vous respectez, on va vous respecter. Si vous ne vous respectez pas, on va vous mépriser. Et le mépris, c'est même une bonne personne peut mépriser quelqu'un, je veux dire, parce que, en fait, un dominant, il va s'éloigner autant des dominateurs que des dominés. Parce que, je vous donne un exemple simple. Si nous étions dans la même pièce, mesdames et messieurs qui nous écoutez, et puis nous là, et que j'étais en train de vous demander toutes les 2 secondes, est-ce que vous avez faim, est-ce que vous avez soif, est-ce que ça va, la lumière va bien, vous n'avez pas trop chaud, vous n'avez pas trop froid, vous allez me dire, oh, Pascal, c'est bon, si on a besoin de quelque chose, on va te le dire. Et je suis renchérie. Oui, mais je suis sûre. Et vous voulez un café? Non, une tisane. Et là, vous vous dites, non, merci, j'ai pas soif. Ah, un chocolat chaud? Non, merci, j'ai pas soif. Une menthe à l'eau? Non, merci, j'ai pas soif. Qu'est-ce que tu comprends pas? J'ai pas soif. Eh bien, vous allez finir par grincer des dents et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Qu'est-ce qu'elle comprend pas? Ça fait 14 fois que je lui dis que j'ai pas soif. Eh bien, vous allez finir par me mépriser. Donc, il faut comprendre que si vous ne vous respectez pas, on ne vous respectera pas et on vous méprisera. Regardez, dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais encensé les esclaves, hein, on les a méprisés. On les a méprisés. Donc, il faut comprendre que si je me respecte, je vais être respecté ou me faire respecter. Mais si je me mets au service, vous savez, c'est la différence entre rendre service et être au service d'eux. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Et rendre service, c'est bien. C'est comme être disponible et rendre service et être à la disposition d'eux ou être au service d'eux. On est foutu. Là, on est dans la catégorie esclave. C'est fini. En se respectant soi-même, c'est de choisir d'atterrir à sa place. À sa place, sa propre place. Là. Tu te respectes, tu vas atterrir à ta place. Oui. C'est exactement ça. Complètement. Mais ça vient de là, ça vient totalement de là. Et la question de la dame tout à l'heure, là, c'est évidemment deux dominants, ils se respectent l'un l'autre, ils se respectent eux-mêmes. D'ailleurs, justement, la dame, elle a posé une autre question. Oui, avec plaisir. Elle demande, à partir de quel âge, c'est Julie Lamarre, qu'on salue, votre livre est-il conseillé? Est-ce qu'il pourrait servir d'outil avec des adolescents? Alors, les adolescents, je leur recommanderais plutôt Gagner au jeu des échecs amoureux parce que Gagner au jeu des échecs amoureux, je l'ai écrit pour les jeunes qui démarrent leur vie affective et pour les moins jeunes qui ont toujours rien compris et qui tournent en rond. Donc, c'est vraiment un mode d'emploi qui explique comment choisir. Cela dit, un adolescent n'a pas encore une grande expérience de vie. Donc, le syndrome de Tarzan, c'est pas pour lui parce qu'il n'a pas vécu beaucoup d'échecs amoureux ou pas du tout. Mais gagner au jeu des échecs amoureux, ça peut lui ouvrir l'esprit sur le fait qu'on ne prend pas n'importe qui, n'importe comment et qu'il est bon de choisir quelqu'un qui nous correspond. Donc, pour un adolescent, en plus, la première partie, c'est mettez la dépendance affective en échec et maths. Donc, ça parle de dépendance affective et on peut déjà se reconnaître là-dedans. Donc, les ados, ce serait plutôt Gagner au jeu des échecs amoureux, pour répondre à Julie. C'est un bon réflexe de faire lire ces livres aux ados aussi. Oui, puis dans tes livres, il y a beaucoup d'exercices. C'est qu'on peut prendre des notes, on peut
Il y a beaucoup d'exercices même dans celui pour les entreprises, il y a des exercices aussi. Ça, c'était voulu aussi qu'ils nous accompagnent, puis qu'on puisse pas jouer, mais mieux faire une introspection, parce que tu poses des questions, puis c'est quoi moi, je me souviens d'une page, c'était au niveau de la colère, au niveau de l'entreprise, puis que là, tu écris, puis là, après, on décrit le tout. C'est vraiment comme un guide. C'est vraiment un guide qui nous accompagne, ce livre. Oui, puis pour la petite histoire, pour vous faire sourire, c'est que comme tu lis le livre et tu le barbouilles parce que tu vas répondre aux exercices et tout ça, ça veut dire que tu ne le prêteras pas. Donc la personne, si tu lui en parles à quelqu'un, il faudra qu'elle se l'achète. Parce que mes clients et mes lecteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils surlignent beaucoup de choses dans le livre. Il y en a même qui m'ont fait l'honneur de me dire, le syndrome de Tarzan, c'est ma Bible. C'est ma Bible. Parce qu'il y a tellement de sujets qui sont abordés que pour eux, dès qu'il y a un problème quelconque, ils l'ouvrent et puis ils regardent le chapitre qui concerne le problème auxquels ils sont confrontés. Il faut en faire. Donc, c'est rigolo parce que si tu fais des petites croix dans les tableaux ou si tu écris dedans, tu ne veux plus le passer, le livre. Tu ne veux pas que les autres sachent ce que tu as répondu. Mais oui, c'est parce que les exercices pratiques, ça fait comprendre beaucoup plus de choses que juste la lecture. Et c'est vraiment, comme tu l'as souligné aujourd'hui, une introspection. Parce qu'on est obligé de répondre à certaines questions. On veut bien. Mais là, d'un seul coup, on fait des prises de conscience. Moi, j'ai une question, puis tout au long de la lecture des 4 livres, je me suis posé une question. Est-ce que depuis la pandémie, est-ce que la dépendance affective a comme augmenté? Alors, je ne sais pas si tu veux dire en nombre de personnes plus affectées ou est-ce que les personnes qui étaient déjà affectées ont vu leur dépendance affective vraiment… Oui. Ben, les deux. Les deux, est-ce que… Oui. Non, la pandémie peut… c'est-à-dire, ça dépend. En fait, si tu veux, on va reprendre à l'origine, on va prendre le problème à la racine. La dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime qui est inhérent au fait que tes parents ne t'ont pas donné, ou peu ou mal, de la reconnaissance, de l'affection et de la protection. J'appelle ça le RAP. Reconnaissance, affection, protection. Donc, si les parents n'ont pas été à la hauteur par rapport à ça, ils n'ont pas pu développer ta confiance et ton estime, et tu pars handicapé dans la vie. Alors, ce qui a pu se produire dans la pandémie, c'est que peut-être que les parents étaient plus défaillants qu'ils ne l'auraient été s'il n'y avait pas eu la pandémie. Ensuite, les personnes qui étaient en dépendance affective, déjà, eh bien, ça a exacerbé les symptômes, c'est-à-dire qu'il y a des couples qui se sont fracassés, il y a des gens qui se sont mis en couple parce qu'ils ne voulaient pas rester seuls pendant la pandémie. Enfin bref, ça a donné libre cours à toutes sortes de comportements relatifs à la dépendance affective, bien sûr, plus d'alcool, plus de nourriture, toutes sortes de comportements, malheureusement de l'inceste, des violences conjugales. Ça a exacerbé les symptômes, si je puis dire. Donc oui, ça a été une épreuve pour de nombreuses personnes, mais surtout aussi pour des personnes qui ont réalisé qu'elles avaient ce problème-là parce qu'elles avaient le temps de le voir. Elles avaient le temps de se poser 2 minutes au lieu de s'étourdir pour se rendre compte que finalement, elles ne sont pas avec le bon conjoint ou alors qu'il y avait d'autres choses, d'autres axes qu'elles auraient pu prendre dans leur vie parce qu'elles prenaient le temps de se réunir avec elles-mêmes. Mais ça a provoqué, bien sûr, ça fait des dégâts. C'est certain que ça a fait des dégâts. Ouais. Il y a pour Béliveau, on s'est parlé aujourd'hui au téléphone, puis tu m'as dit que tu étais tu étais la plus ancienne autrice de chez Béliveau. Oui. Et en écrivant, par exemple, sur la dépendance affective, est-ce que tu t'es vu comme une précurseur? Parce qu'à l'époque, c'était 2015 à peu près la première version. 2007, t'as dit? Oui, 2007. En 2015, je l'ai rafraîchi. Mais en 2007, c'était pas un sujet à la mode, c'était pas sexy comme sujet. Du tout. De toute façon, le web n'était pas très développé, on ne trouvait aucune information sur le sujet. Et j'ai trouvé cette niche-là parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur. Effectivement, c'était pas très connu et ça prenait pas d'ampleur et d'élan parce que c'était pas assez connu. Mais c'est vrai que je suis sur le sujet depuis 2005 et que j'écris des chroniques sur le web. J'en ai écrit à peu près 700 sur machronique.com depuis 2007. Donc, je suis très, très active pour communiquer sur le sujet
sujet. Mais pour répondre à ta question, non, je ne me suis pas rendu compte que j'étais un précurseur. Mais aujourd'hui, tu secoues un arbre, il y a une centaine de livres sur les dépendances affectives qui tombent. Hein. Après, les gens iront trier, iront vers ce qui les interpelle. Mais je pense que dans le style dépendance affective, je suis la spécialiste et je le dis avec fierté et sans aucune flagornerie ni vantardise, parce que je l'ai vraiment traversé, terrassé, parce que je suis des clients, j'en ai eu plus de 1500, je suis des clients dans ce domaine et j'ai pu faire des statistiques et probabilités sur le sujet depuis le temps. Donc à 62 ans, j'en ai vu des clients et puis j'en ai vécu des affaires, comme on dit, ce qui fait que je possède bien mon sujet et j'ai surtout énormément d'empathie pour mes clients. Pas de compassion, parce que la compassion, c'est comprendre leurs problèmes et les porter. J'ai de l'empathie. Je comprends leurs problèmes et je les guide pour en sortir. Je ne porte pas les valises, je ne pousse pas les fauteuils roulants. Je guide, je suis un entraîneur. Donc non, je ne me suis pas rendu compte que j'étais un précurseur et aujourd'hui, ça fleurit et ça a explosé, je dirais. Donc c'est un sujet, et puis tant mieux qu'on soit plein d'auteurs pour allumer les gens sur le problème. Moi là, je ne vois aucune concurrence là-dedans, au contraire. Moi, mon objectif, c'est d'allumer les gens sur le problème qu'ils ont. C'est surtout ça. Tu dirais-tu? Oh, OK. Vas-y, je le demanderai après. Oui, il y a Julie, tantôt, parlait avec est-ce que les livres peut être dans les mains d'un adolescent, puis tu conseillais justement gagner aux échecs, au jeu des échecs amoureux. Et il y a Julie qui a répondu, elle dit, j'imagine que des enfants qui évoluent et qui grandissent dans un foyer avec un dominé et un dominateur doivent les affecter à long terme, ou si l'enfant est assez fort psychologiquement, il sera capable de devenir un dominant plus tard. Quelle est la corrélation oui, entre l'instabilité des parents versus les enfants? Ah, ça fait des dégâts parce qu'un enfant, il faut savoir que de la naissance à 2 ans, un enfant va télécharger les subconscients des parents. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, vous avez un site internet subliminal, ce que vous dégagez, vos auras, et les subconscients les lisent. Deux personnes qui se rencontrent, leur subconscient va lire le site internet subliminal de l'autre, c'est-à-dire va lire les auras. On a ces pouvoirs-là dont on n'a pas conscience. Donc un enfant va s'imprégner de tout ce qu'il y a dans le cerveau des parents de 0 à 2 ans. Ensuite, il va faire par mimétisme. Il va agir comme ses parents agissent, il va voir et il va activer les cellules miroirs. C'est-à-dire qu'il va voir ce qui se produit et il va répercuter les mêmes gestes. Et en plus, il y a les croyances. Les paroles des parents, tu n'es qu'une imbécile, ou tu réussiras dans la vie, ou tu n'es qu'un bon à rien. Les paroles humiliantes des parents vont aussi faire la différence. Ça veut dire que tout ça mélangé, ça va faire un adulte qui va avoir des casseroles. C'est-à-dire, ça va faire un adulte qui aura vu son père dominer sa mère ou sa mère dominer son père et qui va reproduire les mêmes schémas. Et il faut savoir que de 0 à 15 ans, le langage affectif que vos parents vous ont parlé, eh bien, vous allez reproduire la même chose dans votre vie d'adulte, vous allez aller chercher des relations qui vont vous traiter comme vos parents vous ont traité. Alors, si vous ont bien traité, vous aurez des belles relations. Si vous les ont maltraité, eh bien, vous allez être maltraité dans vos relations ou vous allez maltraiter. Vous allez soit maltraiter, soit être maltraité. On le sait, quand un homme a vu son père frapper sa mère, soit il touchera jamais une femme de sa vie, soit il va reproduire le même schéma. Quelqu'un qui voit ses parents l'alcooliser, soit il boira jamais une goutte de sa vie, soit il va faire la même chose. Donc oui, ça impacte. Ça impacte, mais la bonne nouvelle, c'est que ça se répare. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. On peut le réparer. Si on est combatif et qu'on veut se retrousser les manches, ça se répare. Quand on sort d'une relation de ce genre-là, une dépendance affective, toi, est-ce que tu prônes que c'est préférable de pardonner afin de rester solide et de ne pas oublier, ou au contraire, on pardonne pour avancer? Non, pardonner on se pardonne. Je te parle de se pardonner à soi, là. Ah, se pardonner à soi, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais de toute façon, tu sais quoi? Pour se pardonner, il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi on agit comme ça. Moi, j'ai laissé, en fait, je me suis retrouvée dans une détresse financière épouvantable parce que j'ai distribué tous mes sous et à mes conjoints et à tous ceux qui en voulaient. Mais j'ai distribué mon argent comme des bonbons. Je ne me rappelais pas que c'était l'argent de la banque. Ce qui fait que j'ai passé de nombreuses années à rembourser mes dettes. Et je ne me suis jamais tapé sur la tête en me disant, bah, c'est ça, maintenant, tu n'as pas de retraite devant toi, tu n'as pas de sous, tu n'as pas de REER parce que tu as distribué tous tes sous. Je me suis jamais tapé sur la tête parce que j'ai compris que moi-même, avec ma petite tenue mouchetée, là,
là, j'étais en dépendance affective et je distribuais tous mes sous et que j'ai fait des bêtises parce que j'étais sous l'emprise de l'enfant intérieur. Donc, quand on comprend pourquoi on agit, et c'est une partie de mon travail, c'est d'expliquer aux gens qui ne sont pas responsables de leur mauvaise programmation et qui n'ont pas à se taper sur la tête. Même quelqu'un qui trompe sa femme ou son mari, il n'a pas à se taper sur la tête. C'est parce que c'est une mauvaise programmation. Ce n'est pas une excuse. C'est une explication. Donc oui, tu as raison Lolita, il faut se pardonner à soi-même, mais pour se pardonner, il faut se comprendre. Et moi, c'est mon métier de permettre à mes clients de se comprendre pour pouvoir avancer. Et quand on comprend, on n'a plus rien à pardonner. Par exemple, je me suis libérée de ma mère parce qu'elle était un miroir déformant. Pour elle, j'étais une écervelée irresponsable. Ce n'était pas l'image que j'avais de moi. Donc, je n'ai rien à lui pardonner parce qu'elle ne m'a pas offensée. Moi, j'ai rectifié le tir. Si j'ai failli tuer 2 hommes quand même, je suis allée loin, hein, mais j'ai rectifié le tir. Donc, je n'ai rien à lui pardonner parce que je ne me sens pas offensée. Et ça, c'est important. Et je n'ai rien à me pardonner non plus parce que je ne savais pas ce que je faisais. J'étais complètement inconsciente. Et la majorité des gens sont inconscients de ce qu'ils font, même ceux qui sont violents. Un homme ou une femme violent, les deux violents, ils sont inconscients des tenants et des aboutissants. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont violents. Ils font des crises comme ça, soudaines, mais ils sont aussi les plus malheureux parce qu'après ça, il faut ramasser les morceaux et recoller les pots cassés. Mais ils ne savent pas pourquoi. Donc, moi, j'ai toute cette catégorie de personnes qui ont des comportements déplacés, qui ne comprennent pas pourquoi et qui veulent arrêter. Eh bien, il faut déjà qu'ils comprennent que ce n'est pas leur responsabilité, ils ont été mal programmés et que moi, j'ai failli tuer mon mari, j'ai failli le tuer. Bon, j'étais pas responsable de mes mauvaises programmations qui m'avaient emmené jusque-là, mais j'étais responsable de mes actes. Je serais allée en prison, évidemment. Donc, quand on n'a pas été jusque-là, qu'on n'a pas posé des gestes irréversibles, eh bien, on peut se remettre d'aplomb, même si on a eu des comportements toxiques vis-à-vis de personnes, eh bien, on peut se remettre d'aplomb et puis leur présenter des excuses, ils les prendront, ils les prendront pas. Moi, j'ai des clients dont les parents présentent leurs excuses, ou j'ai des clients qui présentent leurs excuses à leurs enfants, et d'autres, c'est exclu. Donc, à partir de là, oui, pour se pardonner, il faut se comprendre. Et pour pardonner à quelqu'un, il faut comprendre aussi pourquoi il agit comme ça. Mais attention, pardonner à quelqu'un ne signifie pas le reprendre dans sa vie. Pas forcément. Non, c'est pas la même chose. Ouais, non, c'est ça. On peut pardonner à quelqu'un, mais on n'est pas obligé de le reprendre dans sa vie. Je voudrais saluer Elixia Castle, qui est une autrice chez Béliveau qui nous regarde. Il y a aussi Nathalie Godin qui nous regarde. Donc, bonjour. Bonjour à elle. Elle est aussi autrice chez Béliveau. Et il y a Joseph Abbott qui demande « Et pourquoi, selon vous, malgré toute la prévention, il y a encore des victimes, surtout des femmes qui demeurent dans des relations malsaines qui les détruisent ?» Parce qu'il n'y a pas de prévention. Je vais vous expliquer, c'est très simple. 98% de la population pense que aimer, c'est souffrir. Il y en a toujours un qui domine. Les extrêmes s'attirent. Il faut faire des sacrifices, des concessions et des compromis. Et on ne peut pas tout avoir dans la vie. J'aimerais bien, si les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent étaient dans la salle, j'aimerais bien qu'elles lèvent la main, toutes celles qui croient ça ou qui ont cru ça. Eh bien, on est tous partis avec ces cartes-là. Donc, il n'y a pas de prévention parce qu'on a tous respecté ça. Mais moi, en respectant exactement toutes les croyances que je viens d'évoquer, j'ai failli tuer 2 hommes. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Il faut faire l'inverse. Aimer, c'est être heureux. Ce n'est pas vrai que les extrêmes s'attirent. Qui se ressemblent s'assemblent. Il ne faut pas faire des sacrifices, des concessions et des compromis. Et il faut trouver une zone de confort en communiquant pour une relation gagnant-gagnant. Et oui, on peut tout avoir dans la vie. Donc, à partir de là, c'est difficile de rectifier le tir quand les personnes sont parties sur des fausses croyances. Et quand je dis ça, les personnes qui nous écoutent, si elles sont là ce soir ou qui nous écouteront en radio, c'est parce qu'elles sont déjà éclairées, elles se posent déjà des questions. Elles ont déjà une quête. Elles vivent dans une quête de réponse. Mais des gens, quand vous placardez ça au visage de gens qui vous ont rien demandé, puis d'un seul coup, vous leur dites non, il ne faut pas faire des sacrifices, des compromis et des concessions, puis c'est pas vrai que les extrêmes s'attirent, puis c'est pas vrai que l'amour est proche de la haine, et puis c'est pas vrai que toutes ces choses qu'on entend, eh bien, la personne est complètement ébranlée, elle ne vous croit pas, elle ne peut pas vous croire. Donc, on ne peut pas faire de prévention si ce n'est, nous, en tant que parents, bien élever nos enfants en leur donnant de la reconnaissance, de l'affection et de la protection. Et puis, au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que les gens qui sont ancrés dans ces fausses croyances, croyez-moi, même avec un marteau-piqueur ou de la dynamite, il n'y a rien à faire. Dans ta carrière, est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer des gens qui
bon, c'était un échec, ça passe. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas accepté ce que tu essayais de leur inculquer, mais qui sont revenus à la charge plus tard, puis qui ont compris, puis que finalement, tu as été capable de les remettre pour qu'ils retrouvent leur propre place. Bien sûr, j'ai ces témoignages-là. On m'a entendu en radio ou dans une émission de télé, et puis la personne me dit, mais quand je t'ai écouté, je dis, elle est folle, celle-là, ça va pas la tête. Et puis progressivement, effectivement, quelques années plus tard, ils sont venus en disant, quand je t'avais entendu à la radio, là, j'entendais pas ce que tu disais, je croyais que tu étais folle et que ça marchait pas ce que tu disais, et j'étais pas du tout d'accord avec toi. Et chemin faisant, ils se sont rendus compte que ce que je disais avait du sens. Mais il faut être dans une quête pour entendre ce que je dis. Il faut être dans une quête. Parce que la majorité des gens, 98% de la population, ils sont en survie. Ils pensent que ils sont là pour... on est sur Terre pour souffrir, ou on est là pour... on ne sait même pas pourquoi, et ils vont être en survie. Il n'y a que 2% qui se posent vraiment des questions et qui vont chercher les réponses. Vraiment. Parce que les 2%, ils sont heureux. Les autres, ils barbotent. Ils sont en survie. Ils sont en survie. Donc, placarder ça, je peux te dire que j'ai mis des gens en colère bien involontairement. Je ne suis pas là pour ça. Mais j'ai confronté les croyances de nombreuses personnes et je ne leur demande pas de m'écouter parce que je n'essaie pas d'enfoncer quoi que ce soit dans la gorge des gens. Si on est ouvert, on va m'entendre. Si on est fermé, on ne m'entendra pas. C'est très bien. Ton but, c'est d'aider, mais pas avec un couteau sur la gorge, c'est ça? Non, faut pas réveiller les somnambules. Quand des personnes sont ancrées dans ces croyances, il faut les laisser là. Il faut les laisser là. Et puis, on n'est pas là pour les sauver non plus. Donc, et puis, ils croient en ce qu'ils croient et ils ont raison. Moi, je crois en autre chose. Eux, ils croient. Tu sais, j'ai passé 11 ans de célibat et d'abstinence pour comprendre pourquoi j'avais vécu 2 relations violentes et puis pour me remettre d'aplomb et comprendre ce que c'était l'amour parce que j'avais compris ce que c'était pas. Ça, là, je peux te dire que je pouvais décrire ce que c'était pas. Et d'ailleurs, gagner au jeu des échecs amoureux, la première fois que je l'ai écrit, j'étais pas en relation. Je l'ai écrit en conseillant comment rencontrer la bonne personne. Et puis après, j'ai rencontré la bonne personne. Donc, la pratique a rejoint la théorie. Donc, c'est vraiment d'être ouvert et si vous souffrez, demandez-vous pourquoi, parce que la souffrance, c'est un symptôme de quelque chose qui déraille et ce qui déraille, c'est votre confiance, tout simplement. Donc, la pratique t'a donné l'idée d'écrire ce livre-là? Parce que c'est... Ça, je l'ai écrit comme je le dis sur un coin de nappe en papier dans un restaurant. Tu vois, là, c'est un peu comme ça que je le vois, ce livre-là, parce que ce sont mes clients qui redevenaient célibataires après un certain nombre, dizaines, vingtaines, trentaines d'années, ils se retrouvaient célibataires, ils n'avaient aucune idée de comment aborder les femmes, ils étaient comme des petits oisillons tombés du nid face à une belle femme, ils ne savaient pas, une femme qui leur plaisait, ils ne savaient plus du tout quoi faire. Donc, j'ai écrit ce livre. Non, ils ne savaient plus nager. Ni voler, ni plus rien, ils savaient plus chasser, ils savaient plus. Donc, c'est un livre que j'ai écrit pour remettre les femmes et les hommes au diapason, pour qu'ils aient de belles relations, pour comprendre comment ça fonctionne, parce que depuis l'origine du monde, ça fonctionne toujours de la même façon. C'est-à-dire que l'homme est prioritairement visuel. C'est pour ça que nous, Lolita, nous parons de beaux atours, le maquillage, la coiffure, les belles robes, pour attirer l'œil. Et puis, la femme est prioritairement auditive. Elle veut qu'on lui fasse la cour. Donc tout ça, ça a l'air simple, mais la majorité des gens ne le savent pas. Donc, c'est pour ça que monsieur va dire madame, je t'aime une fois, et puis il va lui dire t'es belle une fois, puis il pense que ça suffit. Mais non, si tu veux remettre une bûche dans le foyer, il va falloir lui faire des compliments, il va falloir lui manifester de l'attention, des attentions et des intentions, parce que ça suffit pas de dire une fois, et puis tiens-toi le pourdi, ça marchera pas. Donc, quand on comprend ça, eh bien, l'homme comprend que oui, il doit parler à sa femme, il doit lui faire des compliments, c'est important, et que la femme, eh bien, elle va s'habiller de façon attractive pour lui, c'est-à-dire qu'elle laisse tomber le coton ouaté, voyez-vous, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent, bon, c'est ça, ma femme, elle s'habille bien la semaine pour aller travailler, c'est les collègues qui en profitent, et puis avec moi, elle est en coton ouaté, c'est ça. Et puis la femme, elle va dire, ouais, mais il ne me fait jamais de compliments, j'ai l'impression d'être un meuble à côté de lui. Bon, et après, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, monsieur, le samedi soir, dit, bon, on y va, pardonne-moi l'expression, mais on baise? Non, non, à brûle pour point comme ça, au pied levé? Non. Parce qu'une femme a besoin d'attention, encore une fois. Donc, c'est pour ça que, évidemment, à la Saint-Valentin, monsieur arrive avec les fleurs, les chocolats, la bouteille de champagne, parce que tout, c'est ce soir que ça se passe. Mais il devrait faire ça, pas forcément les fleurs et les chocolats tous les soirs. Mais il faut porter attention à sa femme. Donc, ça, c'est quelque chose de simple. Mais ça, c'est quand on est en couple. Mais quand on veut
charmer une femme, parce que le titre c'est séduire pour une nuit ou charmer pour la vie, on s'entend que ce n'est pas du tout la même démarche. Parce que séduire pour une nuit, faites ce que vous voulez les amis, la chasse est ouverte, vous faites tout ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance, allez-y. Mais si vous voulez charmer pour la vie, ce n'est pas du tout la même stratégie, pas du tout, du tout, du tout. Surtout pas sauter sur le beefsteak le premier soir, surtout. Et mesdames, pas le premier soir, parce que c'est comme jouer au poker, vous abattez votre jeu sur la table dès le premier soir, vous donnez votre corps. Et après, vous avez quoi d'autre à donner? Plus rien. Donc, monsieur fait quoi? Il remonte son pantalon, il s'en va. L'homme étant un conquérant, il n'a pas eu à conquérir, vous lui avez sauté à la figure. Parfait. Donc, c'est un chat qui joue avec une souris, une fois qu'elle est morte, salut, il s'en va. Donc, tout ça, ce sont des principes qu'il faut comprendre. Et une femme qui saute sur un homme, soit elle veut une one night, parfait, elle a le droit de sauter sur un homme, mais si elle veut un homme pour la vie, si elle lui saute dessus, ça veut dire qu'elle manque de confiance en elle et qu'elle se dit, première arrivée, première servie, j'attrape le bonhomme, j'arrive avant mes consoeurs et il est à moi. Mais ça manifeste son manque de confiance parce que c'est à la femme de laisser l'homme venir vers elle. Comment la femme va mesurer la confiance qu'un homme place en lui? C'est en le laissant venir vers elle et l'aborder. S'il a confiance en lui, il va venir l'aborder. S'il reste au bout de la salle et qu'il fait des petits sourires, mais il n'avance pas et qu'il ne se passe rien, c'est que soit il est très timide, il faut le laisser là, il manque de confiance en lui, soit il est engagé. Dans un cas comme dans l'autre, il faut le laisser là. Donc, si on veut mêler les cartes, les femmes sautent sur les hommes, parfait, parfait. Si c'est pour une one night, good. Mais si c'est pour la vie, non. Parce que l'homme va mesurer la confiance qu'une femme place en elle à la réception qu'elle va faire au fait qu'il l'aborde. Donc, une femme courtoise et qui est bien dans sa peau, eh bien, soit elle va engager la conversation avec lui si le monsieur lui plaît, soit elle va décliner en lui disant qu'elle est très, très touchée de son intérêt, mais qu'elle ne donnera pas suite ou qu'elle est déjà engagée. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'avant, dans l'époque des chevaliers, les chevaliers faisaient des joutes pour montrer à la belle qu'ils étaient forts et glorieux et qu'ils pouvaient les protéger. Aujourd'hui, on fait comment pour savoir si un homme a confiance en lui? Il faut juste le laisser venir vers vous, mesdames. C'est tout. Et pas courir après. Non. Donc, ce sont deux stratégies différentes. Hein, parce que séduire, c'est faire un piège. Et un animal piégé est rarement satisfait. Hein. Donc, séduire, c'est faire un piège, et charmer, c'est être. Être. Que vous soyez en train de rire, de chanter, de dormir ou même de vomir parce que vous avez une gastro ou je ne sais pas quoi, vous restez la même personne. Comme disent les Anglais, what you see is what you get. Donc, soyez qui vous êtes. Ne brouillez pas les cartes. N'essayez pas d'être ce que l'autre voudrait que vous soyez ou ce que vous croyez que l'autre voudrait que vous soyez. Donc, soyez qui vous êtes pour attirer la bonne personne qui va être attirée par ce que vous êtes et non par ce que vous faites croire que vous êtes. Donc, c'est aussi simple que ça. Soyez qui vous êtes. Pas de mirage. Pas de mirage. Pas de mirage. Et j'appelle ça, dans le syndrome de Tarzan, jouer au billard à 3 bandes. C'est-à-dire que vous tapez une boule, 2 boules, vous tapez les bandes pour aller taper une autre boule, c'est trop compliqué. Moi, là, quand on me dit, tu sais, si tu donnes si par exemple, aux hommes, on leur dit ça, si une femme te donne son numéro de téléphone, attends 3 jours. Attends 3 jours, pourquoi faire? Ça, c'est de la séduction. Attends 3 jours, comme ça, tu la mets sur les dents. Non, non, non. Moi, le gars, s'il attend 3 jours, j'en veux plus, hein. Les 3 jours? Ah oui, c'est ça, c'est la stratégie. Tu penses que je suis une proie, là? Non, pas du tout. Non, non. Moi, là, je considère que si je donne mon numéro de téléphone à un homme et qu'il a envie de m'appeler, qu'il m'appelle quand il en a envie. Mais s'il attend les 3 jours, je vais comprendre tout de suite et il est grillé. Son chien est mort, comme on dit. Il est grillé. Donc, sois qui tu es. Si tu as envie d'appeler, appelle. Appelle. Il y a Elie Hanson qui demande « Et si l'homme se fait refouler ?» Et alors? C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Ben non, c'est pas la bonne, tout simplement. C'est pas la bonne. Tout simplement. Parce que dans Gagner au jeu des échecs amoureux, j'évoque le code AXB12. Je l'ai inventé. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, on jouait au mariage chinois. On était 5 filles et 5 garçons, on était gamins. Et puis, on choisissait un chiffre de 1 à 5. Et puis, on disait le 1. Alors, le garçon qui avait choisi le 1 et la fille qui avait choisi le 1 sortaient du rang. On se faisait un bisou sur la joue. On appelait ça les mariages chinois. Donc, le code AXB12, ça veut dire, messieurs, que vous devez trouver la femme qui a le même code que vous. C'est-à-dire que vous devez aller au-devant des femmes jusqu'à ce que vous trouviez une femme qui correspond à ce que vous êtes. Donc, il y aura le code AXB12. Mais peut-être que vous allez aller au-devant d'une femme, 2 femmes, 15 femmes, 20 femmes, et que ce sera la 21e ou la 101e, je ne sais pas. Mais c'est à vous, messieurs, d'être proactifs et d'aller au-devant des femmes que vous trouvez à votre goût. Et puis, la femme, c'est à elle d'être courtoise, même si le monsieur ne lui convient pas, c'est à elle d'être courtoise. Mais c'est comme ça que ça marche.
C'est à l'homme d'être proactif. L'homme propose, la femme dispose. Mais bien sûr, ça doit se faire dans l'harmonie et dans la courtoisie. Et j'ai une cliente qui avait trouvé la définition, et je ne me l'approprie pas parce que je la trouve formidable, cette définition. Une de mes clientes avait trouvé cette définition quand j'avais demandé dans un séminaire quelle est la définition de la galanterie, et elle a répondu, la galanterie, ce sont des attentions sans intention. C'est beau, hein, Lolita? Ah, que c'est beau. Ouais. C'est magnifique. Hein, ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est avoir des attentions sans intention. C'est-à-dire qu'un homme galant, il va être galant envers une jeune fille de 18 ans, naturellement, comme une dame de 90 ans, et peu importe naturellement. Ça va être Wow. Là, pour les personnes qui veulent aller plus loin, il y a ton site Internet Oui. qui est pascalpiquet.com, c'est bien Oui. ça? Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce site Internet? Ah, vous retrouvez les 3 propositions de coaching, c'est-à-dire je fais du coaching par Skype, je fais du coaching sur 2 jours à Saint-Jean-de-Mata et du coaching VIP, c'est-à-dire une semaine avec moi à Saint-Jean-de-Mata. C'est vrai que c'est plutôt les gens de l'étranger qui viennent ici pour une semaine, en individuel toujours. Mais j'ai des Québécois aussi qui viennent passer une semaine avec moi quand vraiment ils ont besoin d'un bon coup de boost, et on fait quelque chose de très holistique et ils vivent avec moi et je les gâte. On fait des bons repas santé et il y a des activités surprises. Enfin, on est dans le plaisir. On est vraiment dans le plaisir et je fais tout ce qu'il faut pour qu'ils voient, qu'ils sentent, qu'ils entendent, qu'ils écoutent, que ça leur rentre dans le corps, qu'ils voient pour activer les cellules miroirs. Moi, j'adore. Le coaching VIP, avoir une personne avec moi pendant une semaine, j'adore ça. J'ai une propriété de 90 acres. 37 hectares pour les Européens. Et puis, on se promène dans la nature. Le village de Saint-Jean-de-Mata est un village magnifique avec 3500 habitants et une chaleur humaine incroyable. Donc, ce sont les trois méthodes de coaching que je propose. Et puis, vous avez beaucoup de stocks, des témoignages, bien sûr. Mais dans tout ce que je fais, je donne un maximum d'informations de façon à ce que les personnes qui sont entre 1 et 4 sur l'échelle de Richter, du manque de confiance et d'estime, puissent se remettre d'aplomb juste en lisant mes chroniques ou mes livres ou en allant sur ma page Facebook ou en allant sur mon site. Mon objectif, c'est que les gens qui sont entre 1 et 4 se remettent d'aplomb tout seuls. Mais ceux qui sont à 5 et plus, il y a des chances qu'ils aient besoin de moi. Et tu donnes aussi des formations pour les professionnels sur la dépendance affective. Ça, effectivement, pour tous ceux qui sont en relation d'aide ou les travailleurs sociaux, même les psychologues, les psychiatres, toutes les personnes qui sont intéressées, je donne effectivement des formations sur la dépendance affective spécifiquement parce que il y en a pas. Donc, je vois beaucoup de personnes qui sont dans les domaines de la santé, qui sont ravies d'ouvrir leurs connaissances en ce domaine. Et puis, moi, c'est un plaisir de partager. Donc, je donne aussi des formations pour des personnes qui veulent en savoir plus sur la dépendance affective. Ça peut être aussi des personnes privées qui veulent pas du tout en faire un métier, mais qui sont intriguées. Donc, je suis à leur disposition et toujours avec authenticité, et avec bonne humeur et avec humour. C'est ma marque de fabrique. Est-ce qu'il y a des projets d'écriture, ma chère Pascale? Oui, effectivement, parce que pendant longtemps, sur ma page Facebook, j'écrivais ma phrase du jour. Du lundi au vendredi, je me creusais la tête et j'écrivais ma propre phrase du jour. Pour ça, Lolita, que je souriais quand tu disais que tu donc, j'écrivais ma propre phrase du jour et des phrases percutantes. Et j'ai donc décidé d'en faire un recueil et qui va être publié par Béliveau éditeur. Je fais un recueil des phrases du jour et ça va s'appeler Les pensées de Pascal, en référence à Blaise Pascal qui a écrit Les pensées. Donc, les pensées de Pascal sans eux, mais c'était les pensées de Blaise Pascal. Mais là, ça va être les pensées de Pascal. C'est-à-dire que, en fait, je sais que les gens aiment de moins en moins lire. Cela dit, ça va être très court, ça va être des phrases avec un commentaire en dessous. C'est du coaching. C'est du coaching à travers des phrases choc. Parce que les phrases choc viennent frapper le subconscient. Si je dis par exemple, faut faire attention aux doutes parce que si tu as des doutes, ça peut être dangereux, mais des fois c'est bien le doute, là je vous en mêle complètement. Mais si je vous dis, le doute est votre meilleur ami quand il vous traverse l'esprit, quand il s'y installe, il devient votre pire ennemi. Cling. Moi, c'est différent, hein? C'est ça. Ça fait ça. C'est ça. Et si je dis, le premier qui a peur a perdu, c'est une phrase simple, hein. Dans toutes les sphères de votre vie, vous constaterez, le premier qui a peur a perdu. Donc, ce sont des phrases chocs qui viennent frapper le subconscient. J'en ai écrit de nombreuses comme ça et je fais un petit commentaire en dessous, des fois avec des histoires de ma vie personnelle, mais pour étayer ma phrase. Et donc, ça va être des phrases très courtes.
Donc, ceux qui n'aiment pas trop lire, ben, ça va très bien. Ils pourront lire les phrases très courtes. Ce sera répertorié par thème. Et ce sont des phrases que j'ai écrites pendant de nombreuses années, dont je vais faire bénéficier le public, tout simplement. Je trouve ça amusant. Puis on parlait justement de petits mots que tu écris. Eh bien, justement, Lolita, tu as écrit un petit mot. Donc, Lolita, je suis curieuse. Je suis curieuse. Oui, le petit mot de Loli. Alors, moi, je t'ai écrit: si le mensonge amoureux détruit notre identité et nous égare, le jour où on ouvre les yeux et on accepte de s'aimer soi-même plus que la relation, on redevient le capitaine de notre vie. Tout à fait. Tout à fait. C'est très pertinent. Exactement. C'est se respecter. Et je finirai là-dessus. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est le crack. Moyen mnémotechnique, le crack. Confiance. Confiance en soi, en l'autre et réciproquement. Respect. Respect de soi, l'autre se respecte et on se respecte mutuellement. Admiration. Très important d'admirer la personne avec laquelle vous êtes parce qu'elle est votre miroir, elle est votre reflet. Elle est votre reflet. Très important d'admirer la personne avec laquelle vous êtes et qu'elle vous admire. Et le C, complicité. La complicité repose sur l'historique. Plus je te connais, plus je t'aime. Et sur l'aspect sexuel. Il faut avoir du sexe épanouissant parce que le sexe, c'est le ciment du couple. Et l'amitié, c'est l'amour sans le sexe. Confiance, respect, admiration, complicité. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps, ma chère Pascale, en ce mardi soir, de venir discuter avec... J'imagine que vous l'avez vu que c'est un plaisir, parce que si vous ne me débranchez pas, je passe la nuit, moi. Ça a été vraiment intéressant. C'est très intéressant, puis il y a encore des commentaires. Puis, merci d'avoir participé. Puis nous, on se donne rendez-vous le 24 janvier prochain et ça va être Michel Roy qui va être notre invité. Donc, le mardi 24 janvier, j'ai dit juin, hein, je pense. Non, t'as dit janvier. Ah, j'ai dit janvier, OK. Dans ma tête, j'ai entendu juin. Donc, le 24 janvier, avec Michel Roy à compter de 20h. Donc, n'oubliez pas, c'est tous les deux mardis. Deuxième mardi, oui. Et Pascal, si tu le désires, après, tu peux aller sous les commentaires. Il y a peut-être des questions qui ont passé et qu'on n'a pas vues. Alors, si tu veux leur répondre, peut-être pas ce soir, quand tu auras une petite minute puis tu as le goût, là. Mais j'encourage plutôt les personnes à m'écrire sur ma messagerie. Je ne suis pas très habile pour aller chercher les questions qu'ils auront posées ce soir. Mais si vous avez des questions, les amis, c'est avec plaisir. Vous allez trouver mon adresse email. Je suis accessible, hein, c'est mon adresse email directe. Et puis, sur pascalpiquet.com. Et c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. Ce sera plus simple comme ça pour moi. Et je suis très honorée d'avoir ouvert le bal de 2024, puisque je suis le premier auteur. Oui. À être invité par vous deux. Et je vous remercie tous les deux, hein, Lolita et Jean-Luc. C'était un plaisir immense. Ben, c'est très réciproque. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Lolita. Une belle rencontre. Pour cette co-animation. On se dit à la prochaine, puis au 24 janvier avec Michel Roy. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye. Bonne soirée.